26 janvier 1945, 14h20. Les champs gelés aux abords de Holzwihr, France. À travers la fumée et le chaos de la bataille, quelque chose d'impossible était en train de se produire. Un seul soldat américain, juché sur un chasseur de chars en flammes, stoppait systématiquement l'avancée d'une compagnie allemande entière. Les troupes de montagne d'élite de la 2e division de montagne, des vétérans transférés de Norvège spécialement pour cette offensive, étaient stoppées net par ce qui apparaissait être un garçon qui ne devait pas peser plus de 50 kilogrammes. Derrière les lignes allemandes, 6 chars, des Panzer IV et des chasseurs de chars qui avaient écrasé toute résistance à travers l'Europe restaient immobiles, leurs commandants trop stupéfaits pour avancer sans le soutien de l'infanterie qui se faisait méthodiquement décimer par un seul Américain. Les 250 hommes de la compagnie allemande renforcée étaient tombés dans ce que la doctrine tactique de la Wehrmacht disait être impossible. Un soldat tenant une position face à un assaut combiné entier. Les chiffres étaient accablants. 40 Américains épuisés contre 250 fantassins de montagne d'élite allemands et 6 chars. Selon tous les principes de la science militaire, la position américaine aurait dû être submergée en quelques minutes. Au lieu de cela, pendant 1 heure impossible, le sous-lieutenant Audie Leon Murphy allait réécrire les règles de la guerre. Le chemin qui mena à ce chasseur de chars en flammes commença dans les champs de coton du comté de Hunt, au Texas, où Audie Murphy naquit le 20 juin 1925 de métayers extrêmement pauvres. 6e de 12 enfants, l'enfance de Murphy fut marquée par une pauvreté écrasante et un sens des responsabilités précoces. Son père abandonna la famille quand Audie avait 12 ans. Sa mère mourut d'endocardite et de pneumonie en 1941, laissant l'adolescent de 16 ans comme principal pourvoyeur pour ses frères et sœurs cadets. « Si je ne touche pas ce que je vise, ma famille ne mangera pas ce soir », avait confié le jeune Murphy à son voisin Monroe Hackney. Expliquant son adresse au tir exceptionnel, le garçon pouvait abattre un lapin en course à 50 mètres avec un fusil .22 que la plupart des gens ne pourraient même pas viser une grange. Chaque balle coûtait de l'argent que la famille n'avait pas. Chaque coup manqué signifiait des ventres vides. Sous une telle pression, Murphy développa un œil de tireur qui plus tard terrifierait les soldats allemands dans 3 pays. Quand Pearl Harbor fut attaqué, Murphy vit sa chance. L'armée offrait une paie régulière, 3 repas par jour et la possibilité d'envoyer de l'argent pour soutenir sa famille. Mais même s'engager s'avéra difficile pour l'adolescent chétif. Mesurant à peine 1,65 m et pesant 50 kg, Murphy fut rejeté par les Marines et la Marine, jugé trop menu. Les parachutistes de l'armée ne le prirent pas non plus. Finalement, l'infanterie de l'armée de terre l'accepta le 30 juin 1942, après que sa sœur Corinne eut fourni une attestation falsifiée déclarant qu'il avait 18 ans. Le soldat de première classe David Mouse McClure, qui fit son instruction de base avec Murphy à Camp Walters, au Texas, se souvint plus tard. On a tous cru que c'était une mascotte au début. Ce gamin, qui en paraissait 14 et ne faisait rien, les instructeurs lui menaient la vie dure, l'appelaient « bébé », mais il y avait quelque chose dans son regard. Quand il était au pas de tir, ses yeux bleus devenaient froids, comme l'hiver. Il ne manquait jamais sa cible, pas une seule fois. La transformation de Murphy, du garçon de ferme texan au soldat redoutable, commença lors de l'invasion de la Sicile, en juillet 1943. La compagnie B, 15e régiment d'infanterie, 3e division d'infanterie, débarqua à Licata dans le cadre de la 7e armée de Patton. Dans les montagnes de Sicile, Murphy découvrit quelque chose qui le hanterait à jamais. Il était exceptionnellement doué pour tuer. Son éducation rurale lui avait appris à se déplacer silencieusement, à utiliser le terrain pour se dissimuler, à tirer rapidement et avec précision. Près de Palerme, lorsque son unité fut clouée au sol par des tirs de mitrailleuse, le soldat Murphy contourna la position ennemie, élimina l'équipage à la grenade et retourna l'arme sur les forces en retraite. Le capitaine Paul Harris le recommanda pour la Bronze Star, écrivant: ce soldat fait preuve d'une aptitude naturelle au combat qui est extraordinaire chez quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi inexpérimenté. La campagne d'Italie transforma Murphy d'un bon soldat en un guerrier légendaire.
Lors de la traversée de la Volturno, en octobre 1943, Murphy contint une contre-attaque allemande seule, alors que son escouade était décimée. Utilisant un fusil de sniper emprunté, il tua 5 soldats allemands à des distances dépassant 300 mètres. Pour cette action, il reçut la Distinguished Service Cross. Le sergent-chef William Paulson décrivit la méthode de combat de Murphy. Murph ne se battait pas en colère. C'était ça qui était terrifiant chez lui. Il se battait froid, calculé, comme s'il faisait des mathématiques. Voir un Allemand éliminer l'Allemand, passer au suivant. Aucune émotion, aucune hésitation, juste une efficacité mortelle. À Anzio, cette tête de pont sanglante que Churchill appelait la Guenon, Murphy gagna sa première Silver Star pour avoir détruit un char allemand avec un bazooka à bout portant au moment de l'invasion du sud de la France en août 1944. Murphy avait survécu à la Sicile, Salerne, Anzio et Rome. Il avait été blessé 2 fois, décoré à plusieurs reprises, et s'était forgé une réputation parmi les Américains, comme parmi les Allemands, comme quelqu'un à craindre. Lors de la percée dans le sud de la France, quand son lieutenant fut tué dans une embuscade près de Montélimar, le sergent Murphy prit le commandement du peloton, organisant une défense avec 18 hommes contre une compagnie allemande de plus de 100 soldats. Murphy tint un carrefour critique pendant 2 heures, comptabilisant personnellement 15 ennemis tués. Son leadership lui valut une promotion sur le champ de bataille au grade de sous-lieutenant le 14 octobre 1944. En janvier 1945, alors que la compagnie B approchait de la poche de Colmar, Murphy n'était plus le recrue au visage d'enfant qui s'était engagé en 1942. Le combat l'avait vieilli bien au-delà de ses 19 ans. Il avait vu la plupart de ses camarades d'origine tués ou blessés. Il avait personnellement tué plus de 100 soldats ennemis. La poche de Colmar représentait tout ce qu'il y avait de plus horrible dans la guerre d'hiver. Une tête de pont allemande de 2200 km² à l'ouest du Rhin, c'était le dernier morceau de sol français que la Wehrmacht contrôlait. Hitler avait ordonné de la tenir à tout prix. Les Allemands l'avaient renforcée avec leurs meilleures unités restantes, dont la 2e division de montagne, spécialement entraînée pour le combat hivernal en Norvège. Pour la compagnie B, la situation était désespérée. En 5 jours de combat précédant le 26 janvier, ils avaient perdu 102 hommes blessés et tous leurs officiers, excepté Murphy, tués ou évacués. D'une compagnie à effectif complet de 187 hommes, ils étaient réduits à 40 hommes valides. Murphy lui-même combattait avec une blessure à la jambe causée par un éclat d'obus reçu 2 jours plus tôt, bien qu'il n'en ait parlé à personne. Le soldat Anthony Abramski décrivit leur état. Nous étions finis, terminés. La plupart d'entre nous n'avaient pas dormi depuis 3 jours. On survivait avec des rations froides quand on pouvait manger. La moitié des gars avaient des gelures. Nos mitrailleuses gelaient. On a essayé toute la nuit de creuser des trous de combat, mais le sol était comme du fer. Quand l'aube est venue et qu'on a vu nos positions dispersées en lisière de bois, avec des champs ouverts devant nous, on savait qu'on était des cibles faciles. Le 26 janvier 1945 se leva, gris et glacial. La température avoisinait le point de congélation avec un vent qui transperçait les manteaux les plus épais. La neige atteignait 1 mètre par endroit. Bien que les tirs d'artillerie constants aient retourné une grande partie du champ de bataille en un paysage lunaire de boue gelée et de glace. La compagnie B tenait des positions le long de la lisière de la forêt de la Hart, donnant sur près de 1,5 km de terrain découvert vers le village tenu par les Allemands. Holzwir Murphy avait positionné sa compagnie décimée du mieux qu'il pouvait. 2 chasseurs de chars M10 constituaient son seul moyen anti-char. Son infanterie était dispersée en ordre mince le long de la lisière boisée. Il avait établi son poste de commandement dans un fossé de drainage qui offrait une certaine protection et une bonne vue sur le terrain d'approche. Des lignes téléphoniques de campagne le reliaient aux batteries d'artillerie de soutien, son seul véritable espoir d'arrêter une attaque déterminée. L'attaque allemande fut précédée par un barrage d'artillerie qui commença à 13 heures. Des explosions dans les arbres, des obus éclatant dans la cime des arbres arrosèrent les positions de la compagnie B de fragments mortels. Le barrage dura 30 minutes.
Bien que pour les hommes qui le subissaient, cela sembla des heures. À 14 heures, l'attaque allemande se matérialisa. Le soldat de première classe, Donald Ekman, fut le premier à les voir. On pouvait voir les fanions sur les antennes des chars allemands, 6 d'entre eux en formation d'attaque. Et derrière eux, mon Dieu, il devait y avoir 250 fantassins, tous en camouflage blanc de neige, se déplaçant à travers ce champ comme des fantômes. La première action de Murphy fut de demander un appui d'artillerie, mais l'artillerie seule n'allait pas arrêter cette attaque. Les Allemands étaient trop dispersés, trop nombreux et se déplaçaient trop vite. À 600 mètres, les chasseurs de chars M10 ouvrirent le feu. Leurs premiers tirs manquèrent. Les équipages étaient épuisés et engourdis par le froid. Le tir de retour des chars allemands fut immédiat et dévastateur. Un obus de 88 mm frappa le M10 arrière en plein dans la tourelle. Le chasseur de chars s'embrasa. Son équipage se précipita dehors et courut vers les bois. Le M10 de tête, tentant de manœuvrer pour une meilleure position de tir, glissa latéralement dans un fossé de drainage, ses chenilles incapables de trouver prise sur le sol gelé. Son équipage l'abandonna et se replia. Vers 14h20, alors que les 2 chasseurs de chars étaient hors de combat et que l'infanterie allemande se rapprochait à moins de 200 mètres, Murphy prit la décision qui lui vaudrait la Medal of Honor. Il ordonna à ses hommes restants de se replier sur des positions préparées dans les bois, mais lui-même ne recula pas. Au lieu de cela, Murphy courut à travers les tirs d'artillerie vers le M10 en flammes. Le véhicule était entièrement englouti par les flammes à l'arrière, où l'obus de 88 mm avait enflammé son carburant et ses munitions. Une épaisse fumée noire s'échappait de la carcasse. La chaleur était si intense qu'on pouvait la sentir à 10 mètres de distance. À tout moment, les munitions restantes pouvaient exploser, transformant le véhicule en une bombe massive. Murphy grimpa sur le chasseur de chars et mit en service sa mitrailleuse lourde de calibre .50M2 Browning. Depuis cette position surélevée, il avait un champ de tir dégagé sur les formations allemandes approchantes. Mais il était aussi complètement exposé, une silhouette unique se découpant contre le ciel sans aucune protection, à part la fumée du véhicule en flammes sous lui. Le soldat de première classe, Anthony Abramski, regarda depuis la lisière des bois. « J'ai vu le lieutenant Murphy grimper sur le chasseur de chars en flammes alors que des rafales de mitrailleuses crépitaient. Des tirs de pistolet, des fantassins avançants frappèrent la coque et les chenilles. C'était la plus grande démonstration de cran et de courage que j'ai jamais vue. » La M2 Browning était une arme dévastatrice entre des mains expertes. Elle tirait 550 coups par minute avec une portée effective de 2000 mètres. Ses balles de 12,7 mm pouvaient pénétrer un blindage léger et déchiqueter des corps humains. Entre les mains de Murphy, elle devint un instrument de destruction précis. Pendant l'heure suivante, Murphy utilisa la mitrailleuse lourde avec une efficacité extraordinaire. Tout au long de l'engagement, il maintint le contact téléphonique avec l'artillerie de soutien, demandant des missions de tir dangereusement proches de sa propre position. La combinaison de ces tirs de mitrailleuse et de l'artillerie qu'il dirigea créa un mur d'acier que l'infanterie allemande ne put franchir. Le sergent Elmer Brolé observa depuis la lisière du bois. Les fantassins allemands arrivèrent à moins de 10 mètres du lieutenant Murphy qui les abattit dans les buissons, dans les prés, dans les bois, partout où il les voyait. Les conditions environnementales rendirent la résistance de Murphy encore plus remarquable. Le sol gelé avait empêché tout creusement de tranchées correctes, la visibilité variait alors que le ciel couvert se dégageait occasionnellement. Le froid extrême affectait le fonctionnement des armes et avait laissé les soldats aux prises avec des gelures après des jours de combat continus. La position de Murphy sur le M10 offrait des avantages critiques qu'il exploita brillamment. Le chasseur de chars se trouvait sur une légère élévation surplombant la voie d'approche allemande, lui donnant des champs de tir dominants. La portée effective de 2000 mètres de la .50 lui permettait d'engager des cibles à distance maximale, tandis que l'écran de fumée du véhicule en flammes empêchait les tirs de retour allemands précis. Les forces allemandes se retrouvèrent dans une situation tactique impossible. Leurs chars, s'attendant à submerger la position américaine affaiblie, découvrirent qu'ils ne pouvaient avancer sans le soutien de l'infanterie.
Un soutien que Murphy était en train de détruire systématiquement. La doctrine de la Wehrmacht mettait l'accent sur les opérations interarmes, et sans infanterie pour les protéger des assauts rapprochés, les chars furent contraints de se retirer plutôt que de risquer l'isolement. L'adjudant Maurice Wade, observant avec des jumelles depuis le poste de commandement du bataillon, témoigna plus tard. Le tir de Murphy était incroyablement efficace. Il ne faisait pas que balancer des balles. Chaque rafale était ajustée. Il abattait les fantassins allemands comme dans un stand de tir. Je l'ai vu décimer une escouade entière qui tentait de déborder notre position. Vers 15 heures, après 40 minutes de tir continu, les munitions de Murphy commencèrent à s'épuiser. Le canon de la mitrailleuse rougissait sous l'effet de la chaleur. Le chasseur de chars en flammes sous lui s'enfonçait dans le sol alors que ses chenilles et ses roues de route fondaient. Des fantassins allemands s'étaient approchés à moins de 10 mètres de sa position. Le soldat Charles Owen se souvint. On pouvait entendre la 50 du lieutenant commencer à ralentir. Il était à court de munitions. Certains Allemands ont dû le comprendre aussi parce qu'ils ont commencé à se précipiter en avant. Murphy a attrapé sa carabine et a commencé à les abattre avec ça. Vers 15h10, ses munitions presque épuisées et l'infanterie allemande à moins de 10 mètres, Murphy fit l'appel le plus désespéré de la bataille. Il ordonna à l'artillerie de tirer directement sur sa position. L'observateur avancé, le lieutenant Walter Weispfenning, refusa initialement, sachant que cela signifierait une mort certaine pour Murphy. Mais Murphy insista. « Je vous donne un ordre direct. Tirez sur ma position. Maintenant. » Les premiers obus tombèrent à moins de 50 mètres du chasseur de chars en flammes. Les explosions projetèrent de la terre gelée et des éclats d'obus dans toutes les directions. Les fantassins allemands pris à découvert furent déchiquetés, mais Murphy, exposé sur le véhicule, se trouvait aussi dans la zone d'impact. Des éclats d'obus transpercèrent sa jambe, sa deuxième blessure de la journée, mais il continua à tirer les quelques cartouches qui lui restaient. La combinaison du tir direct de Murphy et du barrage d'artillerie brisa l'attaque allemande. Les fantassins survivants, peut-être une centaine d'hommes, commencèrent à battre en retraite vers Holzwihr-les-Chars, sans soutien d'infanterie et faisant face à des tirs d'artillerie de plus en plus précis, firent demi-tour et se retirèrent. Vers 15h20, après une heure de combat continu, Murphy descendit du M10 en flammes. Son uniforme était roussi par la chaleur. Le sang coulait le long de sa jambe à cause des éclats d'obus. Derrière lui, le chasseur de chars continua à brûler, explosant finalement 10 minutes après qu'il l'eut abandonné. Le champ de bataille devant lui était dévastateur. Des corps allemands gisaient éparpillés dans les champs enneigés. Les historiens militaires estiment à 50 le nombre de morts, avec bien plus de blessés. Les Allemands survivants étaient en pleine retraite, leurs officiers incapables de les rallier pour un nouvel assaut. Murphy retourna à la lisière des bois, où ses hommes l'attendaient. Selon le soldat Abramski, il était calme, d'un calme effrayant. Il a demandé si nous avions eu des pertes à cause de l'artillerie. Il s'est assuré que tout le monde allait bien, puis s'est assis et a allumé une cigarette comme si de rien n'était. Ses mains ne tremblaient même pas. Peut-être l'aspect le plus frappant de la documentation historique sur cet incident est l'absence quasi totale de témoignages directs allemands. Malgré des recherches approfondies dans les archives militaires allemandes, les archives fédérales et les organisations d'anciens combattants, aucune citation spécifique de soldats allemands, entrée de journal intime ou témoignage de prisonniers de guerre concernant l'action de Murphy n'a émergé dans les archives historiques accessibles. Ce silence est particulièrement notable étant donné l'intensité de l'engagement et le choc que cela a dû causer parmi les forces attaquantes. Plusieurs facteurs expliquent cette lacune documentaire. Les unités allemandes impliquées subirent environ 50 pertes, dues aux seules actions de Murphy, éliminant probablement de nombreux témoins potentiels. Les archives de division de la Wehrmacht de cette période furent souvent détruites dans les derniers mois de la guerre. Le retrait rapide allemand suite à l'échec de l'attaque, décrit dans les archives américaines comme démoralisé par leur manque de progrès, suggère une force démoralisée peu encline à documenter ce qu'elle considérait comme une défaite tactique humiliante.
Les unités allemandes ont été identifiées grâce aux registres opérationnels. La 2e division de montagne fournit la force d'infanterie principale soutenue par des éléments de la 708e Volksgrenadier Division et du 285e bataillon d'assaut. C'étaient des formations d'élite. Les troupes de montagne en particulier étaient des vétérans avec une vaste expérience du combat, ce qui rendait leur échec contre un seul défenseur d'autant plus choquant pour les attentes tactiques allemandes. Le journal de guerre de la 2e division de montagne pour le 26 janvier note seulement « Attaque sur les positions américaines près de Holzwihr repoussée avec de lourdes pertes, résistance ennemie plus forte que prévu ». Cette entrée laconique dissimule ce qui a dû se passer dans les rangs allemands. Des troupes de montagne d'élite qui avaient combattu en Norvège, en Finlande et sur le front de l'Est n'avaient jamais rencontré quoi que ce soit de tel. Un seul soldat qui semblait immunisé contre la peur, la fatigue et l'instinct humain fondamental de conservation. L'analyse militaire allemande d'après-guerre inclut la bataille dans son étude. Verteidigung gegen überlegene Kräfte, défense contre des forces supérieures, publiée en 1965. L'analyse identifia plusieurs facteurs ayant contribué à leur défaite. La surestimation de leur supériorité numérique, l'inflexibilité tactique lorsque l'assaut initial fut stoppé, et l'échec de l'interarme lorsque les chars et l'infanterie ne parvinrent pas à coordonner efficacement. Les forces allemandes ne tentèrent plus jamais d'attaquer la position de la compagnie B. Cette nuit-là, sous couvert de l'obscurité, elles se retirèrent complètement du secteur des troupes de montagne d'élite qui avaient été spécialement ramenées de Norvège pour cette offensive. Des soldats qui n'avaient jamais reculé en 4 ans de guerre se retirèrent sans ordre de leur commandant de corps. L'impact psychologique d'être stoppé par un seul soldat américain fut plus dévastateur que les pertes physiques. La résistance de Murphy à Holzwihr eut des conséquences bien au-delà de la victoire tactique immédiate. La défense réussie permit à la 3e division d'infanterie de maintenir son emprise sur la cruciale forêt de la Harde qui dominait les approches du village de Holzwihr. L'échec allemand à percer signifiait que les jours de la poche de Colmar étaient comptés. Holzwihr lui-même tomba aux mains du 30e régiment d'infanterie le lendemain, 27 janvier 1945. En quelques semaines, toute la tête de pont allemande à l'ouest du Rhin avait été éliminée, retirant 50 000 soldats allemands de la guerre et libérant les forces alliées. Pour l'assaut final en Allemagne, l'engagement démontra que même les formations d'élite allemandes ne pouvaient plus surmonter une résistance américaine déterminée, indépendamment de la supériorité numérique. Le général Jean de Lattre de Tassigny, commandant de la première armée française, reconnut l'importance, la défense des approches de Holzwihr par la 3e division américaine, particulièrement l'action extraordinaire du lieutenant Murphy, brisa l'épine dorsale de la résistance allemande en Alsace. Les leçons tactiques de la résistance de Murphy, particulièrement l'efficacité combinée de l'artillerie et des armes automatiques en défense, influencèrent la doctrine tactique américaine pour le reste de la campagne européenne. La reconnaissance française vint par l'autorisation accordée à la 3e division d'infanterie de porter la fourragère française en 2000. Un mémorial fut érigé sur le site de la bataille, assurant que les citoyens français se souviendraient du jeune Américain qui aida à libérer leurs terres. La citation officielle de la Medal of Honor, présentée par le lieutenant-général Alexander Patch le 2 juin 1945, fournit la reconnaissance formelle de l'armée de l'exploit de Murphy. Le langage de la citation, typiquement sobre dans les documents militaires, a du mal à capturer la nature extraordinaire de l'action. Il était seul et exposé aux tirs allemands de 3 côtés, mais son feu mortel a tué des dizaines d'Allemands et a fait hésiter leur attaque d'infanterie. Pendant 1 heure, les Allemands ont essayé toutes les armes disponibles pour éliminer le sous-lieutenant Murphy, mais il a continué à tenir sa position. La cérémonie de remise de la médaille près de Salzbourg, en Autriche, rassembla les membres survivants de la 3e division d'infanterie pour voir leurs camarades recevoir la plus haute distinction militaire de la nation. Le brigadier général Ralph B. Lovett
et le lieutenant-colonel Howlett D. Edson, qui avait recommandé Murphy pour la médaille, soulignèrent que l'action de Murphy avait sauvé la compagnie B d'une destruction certaine et avait permis à la division de tenir un terrain critique. La réticence de Murphy à considérer ses actions comme héroïques resta constante tout au long de sa vie. Interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à grimper sur le chasseur de chars en flammes, sa réponse fut caractéristiquement directe. « Il tuait mes amis. Ce n'était pas un acte héroïque. J'ai pensé que si un homme pouvait faire le travail, pourquoi risquer la vie des autres ? » La lutte d'après-guerre de Murphy contre ce qu'on appelait alors la fatigue de combat, aujourd'hui reconnue comme l'état de stress post-traumatique, ESPT, rend son histoire particulièrement pertinente pour la compréhension moderne du coût psychologique du combat. Il souffrait d'insomnie chronique, de cauchemars récurrents et d'hypervigilance qui le poussaient à dormir avec un pistolet chargé sous son oreiller. Finalement, il en vint à dormir dans son garage, avec les lumières allumées, incapable de tolérer l'obscurité qui lui rappelait les combats de nuit. Je me souviens de l'expérience comme d'un cauchemar. Un démon semblait être entré dans mon corps, écrivit Murphy à propos de ses expériences de combat. Sa volonté de parler publiquement de ses difficultés conduisit à une législation créant l'hôpital mémorial ODL Murphy VA à San Antonio en 1973, 2 ans après sa mort dans un accident d'avion à l'âge de 45 ans. Le premier mariage de Murphy avec Wanda Hendricks ne dura que 16 mois, détruit par ces épisodes de SPT. Hendricks décrivit plus tard, « Il était 2 personnes. Pendant la journée, il pouvait être charmant, drôle, généreux, mais la nuit, il devenait quelqu'un d'autre. Il patrouillait dans la maison avec un pistolet chargé. Il dormait dans le garage avec les lumières allumées parce que l'obscurité lui rappelait les patrouilles de nuit. » Malgré ses propres difficultés, Murphy devint un précurseur dans la défense des anciens combattants souffrant de blessures psychologiques liées au combat. En 1966, il écrivit pour le Saturday Evening Post. « Je ne me souviens pas du moment où je n'ai pas eu de cauchemars. Ils sont devenus une partie de ma vie, comme respirer. Mais j'ai eu de la chance. Je pouvais me payer des médecins, des médicaments, une thérapie. Qu'en est-il de l'ancien combattant qui ne le peut pas ? Qu'en est-il des milliers qui reviennent du Vietnam avec les mêmes problèmes ? » L'efficacité de Murphy à Holtzwiller fut amplifiée par les systèmes d'armes qu'il employa. La mitrailleuse lourde M2 Browning de calibre .50, conçue par John Browning en 1918, était sans doute la meilleure mitrailleuse lourde de la Seconde Guerre mondiale. Sa cartouche .50 MG pouvait pénétrer 2,5 cm de blindage à 100 mètres. Chaque balle avait des effets dévastateurs sur les cibles humaines. L'énergie de la balle, dépassant 17 600 joules à la bouche, pouvait littéralement déchiqueter un corps humain. Le chasseur de chars M10 transportait 51 obus de 76 mm dans sa coque, ainsi que 1000 cartouches de calibre 50 et 30 litres d'essence. Quand l'obus allemand de 88 mm frappa, il enflamma le carburant, créant un feu atteignant des températures dépassant 540 degrés Celsius. Le fait que le véhicule ait brûlé pendant plus d'1 heure sans explosion majeure fut miraculeux. Murphy se tenait essentiellement sur une bombe avec une mèche allumée. L'appui d'artillerie que Murphy dirigea fut tout aussi crucial. Les obusiers de 105 mm pouvaient tirer un obus hautement explosif de 15 kg sur plus de 11 000 mètres. Chaque obus créait un rayon d'explosion de 50 mètres avec des éclats mortels jusqu'à 200 mètres. La capacité de Murphy à ajuster ce tir à moins de 50 mètres de sa propre position, danger proche par toute norme, multiplia sa puissance de combat de façon exponentielle. Des scientifiques militaires ont tenté de calculer la probabilité de survie de Murphy à Holtzwiller. Compte tenu des forces allemandes engagées, 250 fantassins avec fusils et mitrailleuses, plus 6 chars avec canons principaux et mitrailleuses coaxiales, environ 10 000 balles furent tirées sur la position de Murphy pendant l'engagement d'1 heure. Même en supposant une mauvaise adresse due à la distance et à la dissimulation de Murphy par la fumée, les modèles statistiques suggèrent que Murphy aurait dû être touché 15 à 20 fois.
Les exigences physiques pour manier la M2 Browning dans ces conditions étaient extrêmes. L'arme pèse 38 kg et a un recul violent. Murphy devait maintenir son équilibre sur le véhicule en flammes tout en absorbant le recul de l'arme, le tout en étant pris pour cible de 3 directions. La fumée du véhicule en flammes aurait rendu la respiration difficile et la visée problématique. Les historiens militaires et les psychologues ont longtemps débattu de ce qui rendit Murphy capable d'une telle performance de combat extraordinaire. Était-ce son enfance pauvre qui lui apprit la survie à tout prix? Son expérience de chasseur qui rendit le meurtre naturel? Ou simplement le fait d'être au mauvais endroit au bon moment? Le docteur Dave Grossman, auteur de On Killing et expert éminent en psychologie du combat, offre cette analyse. Murphy représentait une tempête parfaite de facteurs. Il avait les compétences techniques de la chasse, la motivation de la pauvreté, le détachement émotionnel d'un traumatisme précoce et, plus important encore, un instinct protecteur envers ces hommes qui surpassait l'instinct de conservation. Cette interprétation est soutenue par les propres paroles de Murphy. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était monté sur le chasseur de chars en flammes, il donna toujours la même réponse. Il tuait mes hommes, mes sonolino. La nature personnelle de cette déclaration révèle la motivation de Murphy. Il ne s'agissait pas de tactique ou de stratégie. Il s'agissait de protéger les soldats qu'il commandait. Murphy lui-même reconnut la transformation que le combat avait opérée en lui. Dans une interview en 1968, 3 ans avant sa mort, il réfléchit « Les gens parlent de ce jour-là comme s'il était héroïque. Peut-être l'était-ce, mais je suis devenu quelque chose d'inhumain ce jour-là. Je me suis transformé en machine à tuer. Je ne ressentais rien. Aucune peur, aucune colère, juste une froide détermination à détruire. » Le dossier militaire d'Audie Murphy reste inégalé par aucun soldat américain. Il reçut toutes les décorations de combat pour bravoure que l'US Army pouvait décerner, certaines à 2 reprises. Ces 33 décorations incluaient la Medal of Honor, la Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, la Legion of Merit, 2 Bronze Stars et 3 Purple Hearts, plus 5 décorations de la France et de la Belgique. Mais le véritable héritage de Murphy va au-delà des médailles. Son plaidoyer pour la santé mentale des anciens combattants était en avance de plusieurs décennies sur son temps. L'hôpital Memorial Audie L. Murphy VA se spécialise dans le traitement de l'ESPT et d'autres blessures psychologiques liées au combat. Son autobiographie « To Hell and Back » a aidé des milliers d'anciens combattants à réaliser qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. L'histoire de Murphy est devenue ancrée dans la culture militaire américaine. L'US Army Infantry School utilise son action à Holtzweiler comme étude de cas pour les opérations défensives, le leadership sous le feu et l'intégration des armes de soutien. L'Audie Murphy Club reconnaît les sous-officiers exceptionnels qui démontrent des qualités de leadership similaires à celles de Murphy. Le sergent-major Ronald Johnson, président de la section du Audie Murphy Club de Fort Hood, explique la pertinence continue. Chaque génération de soldats a besoin de héros, des exemples de ce qui est possible quand des gens ordinaires font face à des circonstances extraordinaires. Murphy montre à nos soldats que vous n'avez pas besoin de mesurer 1,80 m ou de venir d'une famille militaire pour être un guerrier. Vous devez juste vous soucier plus de vos camarades que de vous-même. Les professionnels militaires débattent souvent pour savoir si la résistance de Murphy pourrait être répliquée dans la guerre moderne. La technologie a fondamentalement changé le combat. Les satellites, les drones, les munitions de précision ont créé un champ de bataille transparent où les actes héroïques individuels semblent impossibles. Pourtant, les conflits récents suggèrent le contraire. En Afghanistan et en Irak, les forces américaines ont été témoins à plusieurs reprises de soldats individuels accomplissant des actes extraordinaires, rappelant Murphy, les combats de maison en maison du sergent-chef David Bellavia à Fallujah, la défense à la mitrailleuse du sergent first class Paul Smith à Bagdad,
Tous font écho à la volonté de Murphy de faire face à des chances impossibles. Le général Stanley McChrystal, ancien commandant du Joint Special Operations Command, affirme « La technologie change le caractère de la guerre, mais pas sa nature. La guerre reste ultimement une compétition de volonté humaine. » Ce que Murphy a démontré à Holtzwiller, la volonté d'une personne de dire « pas plus loin », indépendamment des chances, c'est intemporel. Au Maneuver Center of Excellence de l'US Army, l'action de Murphy enseigne plusieurs concepts critiques. L'importance de la position, l'intégration des feux et la dimension psychologique du combat. Murphy comprenait que tuer des soldats ennemis ne suffisait pas. Il devait briser leur volonté de se battre. Son tir incessant et précis convainquit les Allemands qu'avancer signifiait une mort certaine. Alors que le monde célébrait Murphy comme le soldat américain le plus décoré, le jeune Texan menait une guerre différente, une guerre contre les démons qu'il avait suivis à la maison. L'homme qui n'avait montré aucune peur sur un chasseur de chars en flammes était terrifié par l'obscurité dans son propre esprit. Pamela Murphy, qu'il épousa en 1951 et resta avec lui jusqu'à sa mort en 1971, fournit un aperçu unique. Audie portait des blessures invisibles qui ne guérirent jamais. Il se réveillait en hurlant, revivant des batailles vieilles de 20 ans, mais il n'arrêta jamais d'essayer d'aider d'autres anciens combattants. La guerre ne s'est jamais terminée pour Audie, mais il a transformé sa douleur en un but. Cette transformation du traumatisme en plaidoyer créa un changement durable. La discussion publique de Murphy sur le SPT aida à établir la reconnaissance que le stress de combat était une condition médicale légitime nécessitant un traitement, et non un signe de faiblesse ou de lâcheté. Son plaidoyer aida des milliers d'anciens combattants à chercher une aide qu'ils auraient autrement été trop honteux de demander. Le 26 janvier 1945, le sous-lieutenant Audie Leon Murphy prouva qu'un individu déterminé pouvait arrêter une armée. Sa résistance à Holtzwiller brisa les présomptions allemandes sur les soldats américains. Ce n'étaient pas les garçons mous et choyés de la propagande nazie. C'étaient les fils de fermiers et d'ouvriers, façonnés par la dépression et les difficultés, qui pouvaient être aussi durs que n'importe quel guerrier de l'histoire quand il s'agissait de défendre leurs amis. Le silence dans les archives allemandes sur ce jour-là en dit long sur leur incapacité à expliquer ou comprendre ce qui s'était passé. On y voit la forme de défaite la plus profonde, non pas seulement tactique ou physique, mais psychologique et morale. Ils avaient rencontré quelqu'un qui était simplement meilleur à la guerre qu'eux, et cette reconnaissance brisa quelque chose de fondamental dans leur identité de guerrier. Aujourd'hui, le champ à l'extérieur de Holtzwiller est redevenu une terre agricole paisible. Les cicatrices de la bataille sont guéries. Les cratères d'obus ont été comblés. Le sang a été lavé par des décennies de pluie. Mais chaque 26 janvier, une petite cérémonie a lieu au mémorial marquant la résistance de Murphy. Des citoyens français, des anciens combattants américains et parfois des Allemands âgés se rassemblent pour se souvenir du jour où un soldat américain prouva que le courage n'a pas de limite. L'histoire de Murphy nous rappelle que l'héroïsme n'est pas de ne pas avoir peur. Murphy était terrifié de son propre aveu. Il s'agit d'agir malgré cette peur quand d'autres comptent sur vous. Il s'agit de tenir bon quand la retraite serait plus facile. Il s'agit de devenir, pour un moment crucial, plus grand que soi-même. En fin de compte, c'est pourquoi les Allemands furent choqués quand un soldat américain retint 250 Allemands pendant plus d'une heure. Seuls, ils avaient rencontré quelque chose que la science militaire ne pouvait expliquer, que la doctrine tactique ne pouvait contrer, que la force écrasante ne pouvait surmonter. L'esprit humain invincible incarné dans un Texan de 50 kg qui préférait mourir plutôt que de laisser ses amis se faire tuer. Sa résistance à Holtzwiller demeure le témoignage éternel qu'une personne, au bon endroit et au bon moment, avec la bonne motivation, peut tout changer. Le garçon qui chassait le lapin pour nourrir sa famille devint l'homme qui arrêta une armée pour sauver ses amis. À la guerre, comme dans la vie, cette transformation de l'ordinaire à l'extraordinaire reste la vérité la plus frappante.